cette soirée sur la conscience. La conscience, c'est un sujet très complexe. Les scientifiques eux-mêmes ne sont pas tous d'accord sur ce qu'on définit sur la conscience. Mais au-delà de ce qu'on définit sur la conscience, il y a ce qu'est la conscience. C'est encore autre chose. Puisque comme tout ce qui est immatériel, les concepts ont du mal à saisir cette notion de conscience. Alors on va essayer d'aborder ce soir, mais à partir de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire à partir de notre conscience émotionnelle, de cette conscience qu'on a de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour démarrer, j'avais envie de mettre en avant une citation de Nassim Haramein, qui est un physicien quantique qui a été proposé au prix Nobel, brillant, et qui a dit « L'information circule constamment entre le corps et l'univers ». Ça veut dire quoi? Vous voyez cette image? Cette image, c'est en fait ce que nous voyons et ce qui existe réellement. Ça veut dire que cette matière que nous voyons sur le corps humain n'existe pas. Ce qui existe sont des atomes séparés par des espaces quasiment infinis. Ça veut dire que nous sommes en réalité vides. Et l'univers est vide. Et on verra après que ce vide est plein. Mais c'est une autre question. Donc c'est une question qui est complexe. Alors ce que je vais vous demander, c'est pour sortir du mental et mettre de côté un petit peu la pensée, et essayer de sentir les choses, c'est de regarder votre voisin, le voisin qui est à côté de vous, et de vous présenter à lui pendant 1 minute, 2 minutes. Dites-lui qui vous êtes, voilà, présentez-vous à lui. Et en même temps, prenez conscience de ce qui se passe en vous quand vous faites cet exercice, cette pratique. Je vous laisse 1 minute. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait en sorte de mieux connaître la personne à côté de vous. Vous avez pris conscience de comment se définit la personne en face de vous. Pas comment elle est, mais comment elle se définit. Vous avez élargi votre conscience. C'est pas grand-chose, mais ça compte. Et ça va devenir de plus en plus important parce qu'on va être de moins en moins en contact humain direct. Mais je ne suis pas là pour ça. Juste 2 mots pour vous dire qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas déjà venus. Je suis coach, formateur de coach, enseignant en intelligence émotionnelle. J'ai écrit quelques ouvrages et je donne des conférences depuis février 2004. Si vous savez calculer, très bientôt, ça va faire 20 ans. Au départ, ingénieur, j'ai fait du conseil et j'ai choisi de m'orienter plutôt vers l'humain avec le coaching et l'accompagnement d'équipe et individuel. J'ai créé un institut qui s'appelle l'Institut européen d'intelligence émotionnelle, à peu près à la même période, et l'école systémique de l'intelligence émotionnelle. Je ne vais pas aller dans le détail sur la dimension systémique, parce que c'est très important, mais on l'expliquera à l'occasion après. Voilà, et puis j'ai écrit 2 ouvrages qui sont épuisés aujourd'hui. Alors, l'Odyssée des émotions, c'est quoi? C'est une aventure qui a commencé en février 2004, qui continue aujourd'hui. Et il y a 4 services qu'elle apporte. Le premier, c'est l'accompagnement individualisé. Le deuxième, c'est les trainings de groupe. Ensuite, c'est les séminaires intensifs où on travaille pendant 5 jours, du matin au soir, de 6h du matin jusqu'à 22h le soir. Tout ça pour traverser le mental et aller directement dans qui on est. Et ça génère des surprises. Et enfin, un master en intelligence émotionnelle pour transmettre la pédagogie d'intelligence émotionnelle, pour permettre aux gens de prendre le relais et enseigner l'intelligence émotionnelle et comment on peut l'enseigner différemment de ce qu'on enseigne au niveau cognitif habituellement. Voilà, en quelques mots, je ne vais pas m'étaler.
L'intelligence émotionnelle, quand même, c'est important. En 90, Peter Salovey et John Mayer ont inventé ce terme, ce concept. L'intelligence émotionnelle s'appelait avant l'intelligence sociale. Elle a pris plusieurs noms. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui a été défini par Salovey et Mayer. En 90, vous savez, ça fait à peu près, ça fait donc 34 ans. Bientôt. Et je vous ai préparé une définition. Il y en a des dizaines. Apprendre à accueillir nos émotions et nos motivations sereinement. Un sacré défi. Accueillir déjà, c'est pas évident, parce qu'on a tendance plutôt à juger nos émotions depuis qu'on est tout petit. On nous apprend à juger nos émotions, à les éviter, alors que c'est des outils extraordinaires pour élargir notre conscience. Extraordinaire, qui peut vous transformer vraiment. Il existe de nombreuses méthodes, outils, techniques pour se développer, pour faire du développement personnel, mais on a souvent, très souvent, trop souvent occulté la puissance de nos émotions. En acceptant de les laisser nous traverser sans craindre d'être envahis. Ça veut dire qu'une émotion, sa fonction, c'est de nous traverser. Et émotion, c'est ex-motion, un mouvement vers l'extérieur. Sa spécificité, c'est d'être libéré. Elle est là pour ça. Elle nous donne des indicateurs. C'est comme un cadran dans une voiture. Vous voyez sur le cadran des indicateurs. Eh bien, l'émotion, c'est un indicateur. Si on n'a pas de cadran en voiture, comment est-ce qu'on conduit? On ne connaît pas la vitesse, on ne connaît rien. C'est très dangereux. Et là, c'est pareil. On travaille à partir du mental, mais pas à partir des émotions. Or, toutes nos décisions sont prises à partir de nos émotions. J'ai été ingénieur, j'ai étudié tous les processus de décision, et à l'époque, on croyait que c'était le mental qui décidait. Faux. Un chercheur en neurosciences a expliqué que, en dernier recours, c'est toujours le cerveau limbique qui prend la décision. Toujours. Ça veut dire que pour chaque chose que vous faites du matin au soir, toutes vos décisions sont conditionnées par vos émotions. Juste une carte corporelle pour voir une chose importante, pour voir que ces émotions, c'est pas juste dans la tête, c'est dans le corps. Et c'est par le corps qu'on va pouvoir libérer ces émotions. Élément clé que beaucoup de thérapies gagneraient à connaître, c'est par le corps qu'on libère l'émotion. Et ça agit évidemment sur notre système hormonal, neurologique, immunitaire, etc. etc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, en gardant les émotions en eux, génèrent des maladies, des accidents, des choses comme ça. HPE, haut potentiel émotionnel. Depuis 10 ans, on s'intéresse au haut potentiel émotionnel, alors qu'avant c'était les HPI. Et il y a 5 caractéristiques que j'ai retenues. Alors ça c'est amusant parce que vous pouvez vous reconnaître ou pas si vous avez ces caractéristiques. La première, c'est la transparence. Si vous êtes quelqu'un de transparent, alors c'est un des critères des HPE. Si vous êtes empathique, si vous êtes résilient, si vous aimez aider les autres, et si vous êtes curieux, alors il y a de fortes chances que vous soyez un haut potentiel émotionnel. Et que ce n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. Voilà, je passe rapidement. Excusez-moi, est-ce Oui. que vous pourriez partager cette présentation ou non? Si vous me laissez vos coordonnées, je pourrais vous envoyer les informations. Super. Merci. La physique quantique. Alors pourquoi la physique quantique? Vous avez vu au début, j'ai commencé par ça. Par vous expliquer qu'en fait, nous ne sommes pas de la biologie seulement, mais nous sommes aussi des atomes. Et en fait, nous sommes complètement vides. Il n'y a rien. L'atome n'est pas matière. Nous ne sommes que énergie. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça.
Toute l'information de l'univers tient dans un proton. Ça veut dire que la matière n'existe pas. La masse de l'univers tient dans 1 cm². Vous imaginez ? Notre corps-cerveau est une antenne cristalline dépendant de notre état émotionnel. Vous avez entendu parler d'intuition, et c'est de ça que ça parle. Notre intuition dépend de notre état émotionnel. Nous sommes plus ou moins connectés selon que nous avons libéré nos émotions ou pas. Un mot sur la théorie des champs unifiés. L'infiniment grand est relié à l'infiniment petit. Par le vide, évidemment, mais ce vide, en fait, nous nous sommes rendus compte qu'il est plein. Et que c'est ce plein universel qui fait qu'on peut communiquer, que l'intuition est possible. Je vous laisse vérifier sur Internet toutes ces choses. J'ai pris du temps à le faire. Neurosciences, on passe au niveau biologique. Notre conscience biologique. Nous avons plus de 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour. 60 000 pensées. Le professeur Daniel Amen, de Californie, nous dit que plus de 95% de nos pensées du jour sont identiques à celles de la veille. Et, chose encore plus extraordinaire, plus de 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives. Vous voyez le potentiel que nous avons si nous pouvons travailler sur nos émotions, d'épanouissement, de développement, de réalisation personnelle. Un potentiel colossal, 80%. Pourquoi ? Ça vient de l'homme de Cro-Magnon, de nos origines. À l'origine, on ne pouvait pas se tromper. Donc il fallait être plutôt négatif que positif, être pessimiste plutôt que optimiste. Parce que sinon on était bouffé par notre environnement. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Mais ça continue de fonctionner comme ça. On continue. Nos neurones. Plus vous utilisez un neurocircuit dans votre cerveau, plus ce circuit devient fort. Plus on vous conditionne en répétant la même chose, plus vous allez croire que c'est la vérité. La vérité est relative. C'est pour ça qu'un sage, un savant a dit « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Parce que tout ce que nous savons, c'est juste du conditionnement, y compris les théories scientifiques qui évoluent chaque fois, les théories mathématiques qui évoluent aussi chaque fois. Et donc, si on veut construire des circuits neuronaux qui vont être favorables à ce que nous désirons dans notre vie, il faut appliquer ce que nous apprenons en conscience. Conscience humanitaire. Donc là, je fais les 3 champs, quantique, biologique, humanitaire. Au niveau humanitaire, aujourd'hui, sur la planète, le pouvoir domine la puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met beaucoup d'énergie à avoir du pouvoir sur les autres. On le voit depuis ces dernières années en particulier, le pouvoir est très important. Or, notre puissance, c'est-à-dire notre puissance intérieure, n'est pas valorisée, n'est pas reconnue, alors que c'est la plus importante. Pourquoi ? Je vous ai parlé de physique quantique. En quantique, qu'est-ce qui va faire qu'un champ quantique va bouger, évoluer, changer ? C'est notre conscience. Or, si nous avons de la puissance, nous pouvons changer ce champ quantique, et ces multivers et tous ces systèmes. Donc nous avons un pouvoir que nous sous-estimons, que nous ne connaissons pas. Il nous reste à retourner l'équation
et à mettre la puissance avant le pouvoir. Et inverser les 80% d'émotions négatives en 80% d'émotions positives. Au niveau socio-économique, deux questions. Un écart aujourd'hui de plus en plus fort entre riches et pauvres. Redistribution, déséquilibré, emploi atypique, TIC, etc., etc. Deuxièmement, déséquilibre entre l'offre et la demande. Les oligopoles qui contrôlent tout, les prix, etc., etc. Prise de conscience de ça est très importante. Quelle est la réponse à ce problème? La réponse, c'est de remplacer la coercition par l'éducation. C'est la transparence totale au niveau de tous les systèmes humains, groupal, sociologique, politique, etc., etc. Et enfin, c'est remplacer le savoir par une éducation. Le savoir, c'est une somme d'informations. L'éducation, c'est une manière de se comporter. Ça n'est pas du tout la même chose. Pour acquérir une autonomie. Pour les éducateurs ici, ils savent très bien de quoi je parle. Voilà pour faire un tour très rapide du champ de notre conscience. Alors, si on va un peu plus loin maintenant, Friedrich Nietzsche nous a dit que dit ta conscience? Tu dois devenir qui tu es. Alors ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'entends beaucoup parler dans les milieux de développement personnel, spirituel, deviens qui tu es. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Nietzsche l'avait déjà sorti depuis longtemps. Deuxième, Erwin Laszlo, qui est un philosophe des sciences, c'est-à-dire un épistémologue. Il a dit « L'évolution de la conscience est devenue une condition préalable à notre survie collective. On n'a plus le choix aujourd'hui que de développer notre conscience. » Donc l'enjeu est important. Et c'est la personne qui a créé le club de Budapest. Le club de Budapest, pour la petite histoire, c'est en opposition au club de Rome, qui était le club des savants, des sachants, des scientifiques, sciences dures. Il a créé le club de Budapest, c'était le club de l'art, de la philosophie, de la littérature, pour créer un équilibre et reconnaître aussi les personnes qui sont dans ce qu'on appelle les sciences douces. Et ce personnage a apporté énormément à ce que nous avons besoin de comprendre, et à la conscience évidemment. Et enfin, Michel Wittbott, qui est philosophe des sciences aussi, a dit « Le cerveau et la conscience co-émergent en dépendance. Le cerveau et la conscience co-émergent, créent des émergences ensemble. » Alors, pourquoi? Pourquoi c'est important? D'abord, pour aboutir à un sentiment profond d'unité. Je dis d'abord, et c'est déjà énorme. Être conscient, ça nous amène petit à petit à trouver notre unité intérieure. Tout le chemin de croissance que nous vivons, que ce soit, quelle que soit la technique, la méthode, l'outil, etc., nous amène à passer de la division à l'unité. Une personne qui est divisée, c'est une personne qui est en difficulté. Une personne qui est unie, c'est une personne qui s'est trouvée. Donc ce chemin de conscience est un chemin clé, important, essentiel, qui dépasse largement le développement personnel, qui dépasse largement le développement spirituel. C'est un chemin de l'humanité, quelque part. C'est aussi réaliser son désir le plus profond. Je parlais tout à l'heure d'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence, c'est cette capacité à écouter nos émotions et à écouter aussi nos désirs, nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que nos motivations sont la conséquence de nos choix ou sont la conséquence de ce qui a été imposé dès notre enfance? Est-ce que c'est notre véritable désir ou est-ce que c'est le désir de nos parents, de nos éducateurs, etc., etc. Cette question est très importante aussi. Parce que c'est ça qui va faire que le processus d'évolution intérieure chez chacun va se mettre en place.
Et enfin, troisième aspect du pourquoi la conscience, c'est être soi-même conscient de soi-même en étant soi-même. C'est-à-dire être soi tout en étant conscient de l'être. Souvent, nous faisons des actes, parlons, nous faisons plein de choses sans être conscients de ce qui se passe, par automatisme. Nous n'avons pas choisi ces automatismes. On nous les a inculqués depuis notre enfance. Notre liberté est conditionnée par la prise de conscience de qui nous sommes quand nous le sommes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas tout à fait. Hein? Chacun peut être lui-même, c'est-à-dire se comporter comme il se comporte avec son histoire, avec ses traumatismes, avec ses blessures. Et si par exemple une personne va réagir par la colère, elle ne va pas le faire en étant consciente de qui elle est. Elle va le faire en réaction à ce que l'autre va faire en face de lui. Mais si cette personne est consciente d'être elle-même, consciente, alors elle ne va pas réagir à une situation qui la met en colère. Elle va écouter cette colère à l'intérieur d'elle-même, en étant consciente de ses émotions. Et ça change tout. Parce que c'est plus une réaction, c'est une réponse. Et tout notre travail consiste, petit à petit, à libérer ces émotions pour élargir notre conscience. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet aspect-là qui est important? Est-ce qu'on peut intervenir ou... Je vous écoute. Oui, merci. Bonjour. Oui, moi j'ai une question concernant le sentiment profond d'unité, parce que je trouve que je ressens à la fois cette unité, mais à la fois à l'intérieur une forme de paradoxe qui me semble que j'intègre. Hein. Voilà, déjà sur ce truc-là. C'était pour nuancer peut-être un petit peu, ou je ne sais pas ce que vous entendez par unité, si vous comprenez aussi ce sentiment paradoxal qui peut exister dans le sentiment d'unité. Déjà. Et puis sur la colère, je pense personnellement qu'il y a des colères qui sont saines aussi. Mais toutes les colères sont saines. En intelligence émotionnelle, on ne porte jamais un jugement sur une émotion. Donc, on ne sait pas ce que c'est sain ou malsain. Vraiment. Et si un jour vous faites une pratique ou un parcours en intelligence émotionnelle, vous allez voir que, en fait, toutes nos émotions sont des indicateurs. Il n'y a pas d'émotion négative, ça ne peut pas exister. La peur, la colère, la tristesse n'est pas négative. Et ça, c'est un désapprentissage qui est très long. Je vois tous les gens qui font le cursus de formation qui dure 20 jours. À la fin de la formation, ils ont encore des difficultés. Et même moi, j'ai encore des difficultés par rapport à ça, parce qu'on a été tellement conditionnés à juger nos émotions que c'est très long, très long. C'est un parcours qui est très long. Donc oui, tout à fait. Donc on n'a pas besoin, et surtout, il est inutile et handicapant de juger nos émotions. Et qu'est-ce qu'on fait dans les trainings en fait? On s'entraîne à écouter l'émotion. Et en écoutant l'émotion, on ne la juge pas. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas écouter quelque chose et en même temps la juger. Donc on écoute l'émotion, on apprend à écouter l'émotion, à l'exprimer, à l'écouter, à l'exprimer, à l'écouter, à l'exprimer, à l'écouter. Et on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et plus on libère ces émotions, y compris la colère, et plus on se sent dans cette forme d'unité, ce sentiment d'unité. Mais on n'a jamais complètement ce sentiment d'unité. Effectivement, c'est un chemin de vie, c'est comme la liberté, c'est une évolution. On n'arrive jamais au bout. Mais ce n'est pas le but, puisque c'est le chemin qui est important dans ce domaine-là. Dans l'humain est un système qui est tellement complexe qu'il n'arrivera jamais au bout. Et c'est très bien comme ça, parce que chaque étape va lui apporter d'énormes libertés et d'énormes plaisirs dans sa vie. Ça suffit.
quand on arrive à entendre ces émotions sans juger, etc., est-ce que du coup, automatiquement, les 80% de pensées négatives, ça ne devient plus vraiment des pensées négatives? Automatiquement, Non. oui. Parce que ça fait partie Je vois du chemin. ce que tu veux dire. En fait, plus je prends conscience, et c'est là le sujet, on est au cœur du sujet, hein, plus je prends conscience des émotions qui me traversent, plus je suis libre. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, je peux vous dire que c'est systématique. Ça peut être plus ou moins long, bien sûr, parce qu'on est plus ou moins conditionné, et on ne fait pas de miracle. Hein. Mais quand on se confronte directement à l'émotion, et qu'on n'essaye pas de comprendre, de passer par des médias cognitifs, on gagne énormément de temps. Énormément. Encore faut-il comprendre les processus émotionnels et les connecter directement. Il y a un gars qui s'appelle Marshall Rosenberg qui a introduit un peu ces notions-là avec la communication non violente, en mettant des mots sur les émotions. Ça permet déjà aux personnes qui ne sont pas conscientes de mettre des mots. Mais l'étape suivante, c'est de sentir directement dans le corps. Donc oui. Alors c'est quoi maintenant? La conscience, comment on peut la définir? La conscience, c'est pas quelque chose du passé, ou c'est pas quelque chose qui est ailleurs. Parce que ça, c'est du souvenir. Ou c'est une projection. La conscience, c'est quelque chose qui est immédiat. Par exemple, vous écoutez ce que je dis, qu'est-ce que vous ressentez juste maintenant? Ça peut être de la curiosité, de l'ennui, de la joie. Qu'est-ce que vous ressentez juste maintenant? La conscience, c'est ça. C'est ce qu'on appelle dans l'instant présent. Mais on peut être dans l'instant présent de l'émotion, on peut être dans l'instant présent de la pensée, on peut être dans l'instant présent des sensations corporelles, on peut être dans beaucoup d'instants présents. C'est énorme. Mais c'est déjà être présent à vous et à ce qui se passe ici. Être présent au fait que vous êtes un être quantique. Qu'à l'intérieur de vous, vous êtes que de l'énergie. Et ça vous laisse un potentiel énorme de transformation. Parce qu'ici, vous êtes de la matière. On ne peut pas changer la matière. Mais l'énergie, on peut la changer avec la conscience. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les trainings? On développe la conscience. On développe la conscience que nous sommes de l'énergie. Et plus on est conscient que nous sommes de l'énergie, plus nous pouvons nous transformer et évoluer et devenir qui nous sommes vraiment et atteindre cette unité, ce niveau d'unité. C'est simple à dire. Et dans le travail, croyez-moi, il y a une pédagogie, il y a tout un travail, ça fait 20 ans que je travaille dessus, et chaque année j'améliore la pédagogie et ça continuera encore des années. Donc l'expérience de la conscience, c'est pas la même chose que le concept de la conscience. Cette présence éternelle, cette présence qui est éternelle, parce qu'en fait le présent il est éternel. On ne peut pas vivre autre chose que le présent. Le passé est déjà fini, le futur n'est pas encore arrivé. Donc on ne vit que dans le présent. Ici, maintenant. Alors le chemin, ça consiste à libérer nos émotions. La conscience, c'est libérer nos émotions, libérer nos sensations associées. Vous n'avez que ça à faire pour vous libérer. Vous n'avez pas besoin d'agir sur le monde, vous avez juste à agir sur vous. Et ça, c'est, croyez-moi, énorme. Excusez-moi, le seul fait de la conscience, en fait, on peut se libérer de l'émotion. On n'a pas besoin de comprendre, en fait, pourquoi on va arriver dans cette émotion-là. Merci pour la question. Alors, je vous le confirme et je vous le redirai autant de fois que vous voulez.
On n'a pas besoin de comprendre pour libérer une émotion. On n'a pas besoin de comprendre l'émotion pour la libérer. Oui, c'est incroyable, et pourtant c'est vrai. Et c'est même la seule manière de libérer l'émotion. Parce que si vous mettez de la pensée, si vous voulez comprendre l'émotion, vous bloquez le processus de libération. Vous parliez tout à l'heure de blessures, en fait. Ça peut aider, en fait, de comprendre, par exemple, pour la colère. Si on se met en colère, c'est certainement que quelque part, on va revivre inconsciemment une situation qui nous a blessé à un moment donné dans notre vie, et souvent on en a dans l'enfance, mais du coup, je pense que ça peut aider de nous dire d'être en conscience et de se dire, moi je suis réagi parce que je suis encore dans la blessure. Vous savez que j'ai fait un peu plus de 10 ans de psychanalyse. J'ai tout compris. Vraiment. Je me connaissais très bien. Mais il n'y a rien qui avait changé. Alors, je ne critique pas la psychanalyse. Je critique toutes les formes de thérapie cognitive ou mentale. Complémentaire en tout cas. Je pense que le mental vraiment ne suffit pas. Il n'y a pas besoin de ça en fait. C'est juste accueillir l'émotion et la laisser traverser et partir. Ouais. C'est juste ça. Juste ça. Et croyez-moi, c'est pas facile à faire. Bah non. C'est pas facile. Et ça demande de l'expertise, ça demande de l'entraînement. C'est pour ça que je ne parle pas de formation dans les groupes, je parle d'entraînement. On a besoin de s'entraîner. Un enfant, il n'a pas besoin de comprendre, il pleure. Il est triste, il pleure. Et il ne va pas engrammer, il ne va pas enregistrer sa tristesse. Parce qu'il pleure. Il ne se pose pas de questions. Oui. Excusez-moi, j'ai une question aussi. Donc on accueille l'émotion, on la libère. Ma question c'est, et après? Merci pour la question. Alors, quelle est cette partie de vous qui pose la question et après? Est-ce que c'est une partie mentale? Voilà. Et donc, c'est encore nourrir le mental. Et après, ça se fait tout seul. Je réponds quand même. Et après, ça se fait tout seul. Quand vous avez vécu l'émotion, vous l'avez traversée dans vos cellules, dans vos tripes, ça se fait tout seul. Le mental peut après se dire « Ah oui, mais c'est parce qu'il y a eu ça. » Après. Mais pas pour libérer l'émotion. C'est intéressant de savoir pourquoi et d'où ça vient. Mais c'est pas ça qui libère l'émotion. Oui. Alors donc peut-être pour préciser ma question, une fois qu'on a accueilli l'émotion et qu'on l'a libérée, le mental de toute manière fait partie de nous. Et pour vous, comment les deux s'agencent? Parce que de toute manière, on a un mental. Donc j'entends que voilà, l'émotion, il faut la libérer. Mais il y a un moment où le mental va aussi nous aider, par exemple, à prendre des décisions. Et si on fait tout en fonction de nos émotions, ça peut être compliqué socialement. Si nos émotions sont très changeantes, par exemple. Oui, c'est un long sujet, c'est un long sujet parce que c'est long à expliquer. Mais en fait, ce qui est le plus handicapant dans des relations, c'est le mental. Pourquoi? Parce que le mental, c'est une somme de savoir que vous avez stocké, que vous répétez dans vos relations. Mais si vous êtes conscient de ce que vous ressentez, et si vous partagez ce que vous ressentez, l'autre va bien mieux vous comprendre. Et va pouvoir se mettre à votre place. Donc la relation change complètement. Pas plus tard que ce matin, j'ai un ami qui m'a accueilli chaleureusement chez lui, on a eu des échanges et tout. Et à un moment, il a eu de la colère et il n'a pas exprimé cette colère. J'ai senti ça. Et cette colère reste tant qu'elle n'est pas partagée, tant qu'elle n'est pas exprimée. Et qu'est-ce qu'elle devient, cette colère? Elle va s'enregistrer dans le corps. Elle va prendre de l'énergie. Il va y avoir une énergie pour bloquer la colère, qui vient peut-être de sa relation à son père, ou etc. etc. Voilà comment je peux répondre à cette question. Pardon, est-ce qu'on peut dire que quand la colère ou l'émotion s'est exprimée, en fait, ça laisse le libre champ au mental à travailler sereinement quelque part? C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces émotions qui viennent perturber, donc
on peut prendre des décisions sans justement être prisonnier de ses émotions. Est-ce que c'est un peu, ça peut être ça? Oui, il y a de ça, bien sûr, parce que je ne peux pas travailler sereinement, intellectuellement parlant ou cognitivement parlant, si je suis envahi par mes émotions, complètement. Et l'intelligence émotionnelle nous permet de libérer l'émotion au moment où on a besoin de la libérer. Oui. Donc ça nous aide à être nous-mêmes, mais ça nous aide aussi à penser. Absolument. Alors, les différents niveaux d'état de conscience. La conscience, au départ, c'est un tableau. J'aime bien cette image. C'est un tableau. C'est juste un tableau. Voilà, c'est un éléphant. Vous voyez, un éléphant, c'est ça la conscience. Je vois un éléphant, je suis conscient de l'éléphant. Ensuite, la conscience s'élargit. Ça devient un système interconnecté en évolution. Ça veut dire que j'imagine et je vois l'éléphant évoluer dans sa vie. Et donc, c'est plus complexe. Je vois dans une dynamique l'éléphant. Ensuite, cette conscience va s'élargir encore plus. Elle va intégrer l'observateur. C'est-à-dire que je suis conscient de voir l'éléphant évoluer et je suis conscient en même temps d'être celui qui observe l'éléphant. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a découvert la physique quantique et qu'on s'est rendu compte que la conscience influençait la vie, les atomes? C'est quand on s'est rendu compte que ça interagissait. Et bien là, c'est pareil. Si je suis conscient de moi en tant qu'observateur sur l'éléphant qui bouge, alors ça change tout. Parce que je peux relativiser ce que je vois. Et ne pas croire que ce que je vois, c'est la vérité, parce que ce que je vois est influencé par mon histoire, par mes connaissances, par ma formation, etc. etc. Edgar Morin est très fort, si vous vous intéressez à ce sujet. Vous pouvez lire la méthode en 7 tomes. Et enfin, la conscience nous aide à transformer. Parce que quand je suis conscient de qui je suis quand j'observe les choses, alors la transformation s'opère. Et la transformation, pas seulement au niveau émotionnel, évidemment, vous l'avez deviné, mais à tous les niveaux. Si je suis conscient que ma pensée est erronée, alors ma pensée va changer. Si je suis conscient que ma colère est quelque chose qui est un indicateur important dans ma vie, alors je vais changer mon attitude par rapport à ma colère. Etc., etc. Alors comment? La conscience, elle commence dans notre zone de confort. Comment je fais évoluer ma conscience? Je sors de ma zone de confort. Dans les entraînements, dans les groupes, comme en accompagnement individuel, j'aide la personne à sortir de sa zone de confort. Parce que si vous restez dans votre zone de confort, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de changement. Vous allez peut-être apprendre des choses, mais vous n'allez pas changer. Et vous allez expérimenter cette conscience en l'élargissant, comme on l'a vu tout à l'heure, en l'élargissant jusqu'à acquérir cette conscience totale. Alors, évidemment, la conscience totale, il n'y a que le divin. Mais on s'en rapproche. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que chaque fois que je me rapproche de cette conscience élargie, je suis plus libre, je suis plus moi-même, je suis plus épanoui. Mes relations sont beaucoup plus épanouies. Je réalise mes rêves, mes désirs. Je suis motivé dans la vie. J'aime la vie que je vis. Je m'aime. Et tout ça. Imaginez ce que ça représente. Et c'est ça le chemin, justement. On est en plein dedans, là. Sur le comment arriver à connaître qui on est. 1, c'est sortir de sa zone de confort. Je vous les donne. 2, c'est expérimenter. Et 3, vous laissez votre intuition faire les miracles. Parce que là, vous avez ouvert la porte à l'intuition.
à votre intuition. Et on a tous cette intuition. On peut y accéder de temps en temps par hasard, comme on peut vivre en conscience, constamment. Et tout ça est le chemin que je propose à ceux qui se forment à l'intelligence émotionnelle. Oui. J'ai l'impression, à titre personnel, dans ma vie, d'écouter beaucoup mon intuition. Du coup, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que l'intuition peut nous induire en erreur? Est-ce que je parle vraiment d'intuition, je ne parle pas ni de savoir, ni de... Alors ça, c'est une question qui est souvent posée. Mais je vous donne ma conception, ma version à moi. Moi, je considère aujourd'hui que l'intuition ne peut pas se tromper. L'intuition, c'est la connexion avec l'univers. Donc, c'est impossible de se tromper. Par contre, on peut confondre intuition et imagination. Et ça, c'est une fonction cognitive. L'intuition, c'est juste une connexion avec un savoir universel, ce que Jung, par exemple, appelle l'inconscient collectif. Voilà, on va lui donner des noms différents, mais ça revient à la même chose. L'intuition, c'est l'intuition. C'est la somme des savoirs accumulés de l'humanité, depuis même avant l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est cette connexion qui fait que on a la réponse. Et vous savez peut-être qu'il arrive souvent que deux chercheurs trouvent la même chose en même temps. C'est ce qu'on appelle le champ morphique. Et donc c'est des gens qui se connectent de plus en plus à leur intuition. Parce qu'ils travaillent constamment dessus. Ils questionnent leur intuition. Einstein fait partie. Il n'a pas trouvé par hasard la théorie générale de, c'est quoi? De la relativité, merci. Donc, tout ce travail que nous faisons, c'est et concerne notre conscience. Tout tourne autour de la conscience. C'est un sujet qui est énorme. On pourra en parler 24 heures et on ne ferait pas le tour de la question. Pour moi, c'était difficile de faire un résumé, une synthèse de tout ce qui se dit autour de la conscience, en le centrant sur, évidemment, ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire notre intelligence émotionnelle. Et qui dit intelligence émotionnelle dit notre capacité à prendre conscience de nos émotions et de celles des autres. Il y a aussi une pratique de la pleine conscience en fait, de la méditation pleine conscience. Oui, bonne question. Ce qui la distingue de la pleine conscience, de ce que vous connaissez dans la pleine conscience, c'est que là, on va travailler spécifiquement sur des sujets qui nous bloquent dans notre vie. C'est-à-dire que on va partir d'une situation qui est difficile, on va peut-être le faire tout à l'heure d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra faire une petite démonstration. On va partir d'un sujet qui est bloquant, plutôt que de s'asseoir et d'observer ce qui se passe, plutôt que de marcher et d'observer ce qui se passe. On va se confronter à ce qui est bloquant dans notre vie. On va s'habituer à travailler sur la colère, par exemple. Donc, on va se confronter à l'émotion. On ne va pas attendre que l'émotion monte. On va aller chercher où est l'émotion. On travaille sur les 6 émotions primaires, désir, plaisir, amour, peur, colère, tristesse. Et en travaillant sur ces 6 émotions, je peux vous dire qu'on a bien clarifié. C'est un gros travail. Par exemple, sur les 3 jours de training en groupe, on travaille une journée sur le désir. On fait des exercices pour prendre conscience de son désir. Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je vis mon désir? Etc. Et une fois qu'on commence à se familiariser, à créer une amitié avec son désir, alors ça va aider énormément puisqu'on va se confronter forcément à des peurs, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, qui a besoin d'être libérée. Parce que le désir est lié à toutes ces choses-là, évidemment. Et donc tout ce travail se fait en choisissant
ce qu'on a besoin de clarifier. Et surtout en coaching, c'est-à-dire en relation individuelle, la personne va dire, ok, moi aujourd'hui, j'arrive pas à réaliser mon projet, c'est important pour moi, je sais pas ce qui se passe, pourquoi j'y arrive pas. Et bien on travaille dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la peur? C'est quoi la colère? C'est quoi la tristesse? Qu'est-ce qui empêche ça? Il y a un désir, et quelle est la peur qui est en face qui empêche le désir? Oui. J'ai l'impression qu'en fait, ça se rapproche un peu de la notion de lâcher prise, en fait. Oui. Dans de conscience-là. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Et dans le lâcher prise, ok, je lâche prise, mais si je ne vis pas la situation de colère, je peux me dire je lâche prise, mais il faut que je me confronte à cette situation. Donc je vais identifier cette situation. Je vais faire en sorte qu'elle puisse se libérer. Parce que dans l'absolu, lâcher prise, ok, tout le monde a envie de lâcher prise, mais ok. Moi j'y arrive pas, j'y arrive pas, mais qu'est-ce qui fait que j'arrive ou que j'y arrive pas? C'est ça qui nous intéresse. Et lâcher prise, en fait, c'est un résultat d'un travail. Et c'est jamais un travail en soi. Identifier cette situation pour la comprendre. Excusez-moi, je reviens dessus, mais j'arrive pas à faire la nuance. Oui, mais je comprends, hein. C'est sûr que ça demande vraiment de l'expérience. Alors ce que je vous propose, je vais voir quelle heure il est là. Il est 19h, il nous reste un petit peu de temps, une demi-heure. Peut-être que pour répondre, si vous voulez, on peut faire une démo. Et si vous avez une situation ou quelque chose qui est compliqué pour vous, que vous avez envie de dépasser, voilà, est-ce que quelqu'un est intéressé pour faire une démo? On ne va pas faire une séance de coaching évidemment, mais une démo, 5 minutes, 10 minutes. Comme ça, vous voyez concrètement, dans l'expérience même, de quoi il s'agit. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut élargir cette conscience à travers juste une observation de ce qui se passe. Qui a envie de venir à côté de moi et de faire cette démonstration? Et après, oui, tu pourras dire, oui, je suis en colère quand vous me dites ça. Et je vais vous dire pourquoi je suis en colère, parce que j'ai vécu ça, parce que ceci, parce que cela. Et là, ça va être clean, et vous allez pouvoir, et c'est là que vous trouvez votre puissance, c'est dans la capacité à partager vos émotions. Et pas que la colère, parce que quand vous avez appris à exprimer votre colère sereinement, vous allez apprendre aussi à exprimer votre tristesse, à exprimer vos peurs. Et du coup, dans des situations de réunion de travail, par exemple, si vous avez peur d'exprimer de la colère, vous n'allez pas pouvoir prendre la parole sereinement. C'est la même chose. Donc ça va vous aider dans tous les champs de votre vie. Parce que la colère, elle ne va pas s'arrêter à la maison, elle va aussi se manifester au travail, elle va aussi se manifester dans les relations, etc., etc. Donc vous allez pouvoir libérer tous ces champs-là et du coup vivre votre vie sereinement. Et quand je dis sereinement, exprimer quand il y a de la colère, tranquillement. Rappelez-vous la définition que j'ai donnée au début. C'est d'accueillir l'émotion sereinement et de pouvoir la partager sans la refouler. C'est ça qui est libérateur? Et c'est ça qui est libérateur. Parce que moi, c'est là que je comprends plus. J'ai compris qu'il ne fallait pas mettre sous le tapis, justement, Ouais. Et qu'il fallait laisser remonter, laisser sortir, laisser exprimer, partager. Mais qu'est-ce qui libère? Parce que si j'ai un sentiment de colère, ok, je prends conscience de ma colère, je l'exprime, etc. Mais qu'est-ce qui va stopper la récurrence de ça? Qu'est-ce qui va stopper la colère de cet épisode-là? Qu'est-ce qui va être, entre guillemets, thérapeutique? Est-ce qu'il va changer les choses pour l'avenir? Ok, excellente question. En fait, je vais faire un schéma. Imaginez un fil rouge, d'accord? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 émotions de colère. La première émotion a généré la deuxième, et la troisième, la quatrième, la cinquième. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aborder cette émotion. Et puis, comme par hasard, celle de la précédente, le jour de l'achat de l'appartement, va remonter. Tiens, ok, elle a besoin d'être libérée. On libère celle-là. Il peut y avoir une troisième émotion de colère qui arrive. On les laisse venir, on ne fait rien d'autre.
On aborde cette émotion de colère. 4e, 5e, jusqu'à arriver au bout. Et là, il n'y a plus rien. Ok, on est arrivé au bout et on a libéré la colère. Et ça ne revient plus. Parce qu'on a été au bout. Libérer, c'est juste prendre conscience. Prendre conscience, mais pas avec la tête, avec le corps. C'est l'acceptation. C'est l'acceptation. Ça revient à l'accueil plus que l'acceptation, parce que l'acceptation, c'est intellectuel. Et l'accueil, c'est émotionnel. Et est-ce que ça met fin à ce type de situation? Parce que madame dit Oui. une première fois, une deuxième Absolument. fois. Voilà. Donc pour les prochaines fois, ça va l'aider. Elle va se souvenir et elle aura comme une technique pour ne plus que ça se reproduise. Même pas besoin de technique. Une fois qu'elle a contacté avec son corps l'émotion, Elle va plus rencontrer pas les besoin de situations. technique. Ok. C'est tout, ça va se faire tout seul. C'est ça la magie. C'est pour ça que c'est difficile à croire quand on est dans le mental. On se dit mais c'est pas possible, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est pas simple en fait. Ce qui est difficile, c'est de lâcher le mental et de se consacrer à ce qui se passe dans le corps. C'est ça en fait. Tout le travail de l'intelligence émotionnelle, c'est de s'habituer, de s'entraîner à faire ça. C'est toujours le mental qui nous met la barrière, de toute façon. Souvent. Toujours non, parce que le mental, il peut être aussi au service. Parce que le mental n'est pas quelque chose de mal. Hein. C'est très puissant le mental et c'est important de le mettre au service de l'émotion. Mais on peut le mettre au service de l'émotion. Mais souvent, dans notre culture, on apprend à refouler l'émotion. Donc, désapprendre ça, ça aide à laisser monter l'émotion. C'est ce qu'on a fait là. Il ne faut pas nier l'émotion. Jamais. Mais non. Ben, c'est comme si vous niez un enfant qui pleure, vous lui dites non, tu pleures pas. C'est sûr qu'il va continuer de pleurer. Exactement, c'est pareil. Voilà, merci, on la remercie pour son courage. Et bravo. Alors elle est parisienne et moi je suis parisien aussi, hein, puisque je suis à Montpellier 15 jours et à Paris 15 jours. Donc je voyage entre les deux et j'aime beaucoup faire ça parce que ça me permet de bénéficier de Paris, de la beauté de cette ville et en même temps de bénéficier des plages ici, du calme parce que c'est relativement calme, quoi. La nature, c'est magnifique ici. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois sur un autre sujet qui sera la foi, la confiance et l'estime de soi. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.